est-ce que constitutionnaliser le droit à l'avortement, c'est entrer dans l'histoire? C'est le faire entrer dans l'histoire? C'est ce que propose... Moi, je pense que c'est un très gros enjeu. c'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Oui. Oui. Moi, je pense que c'est un très gros enjeu parce que sur la question de l'avortement, d'abord, on sait deux choses. On sait que ça nous rappelle que les droits des femmes sont réversibles, non pas en régression possible. On parle toujours de progrès ou de régrès, et en même temps, c'est que c'est réversible, c'est-à-dire on peut le perdre, ce droit-là. Et des pays en ont peur. On a eu les manifestations en Pologne et en Espagne nous l'ont rappelé récemment. Je ne parle pas des pays qui en sont pas encore arrivés à tout ce qu'on souhaiterait, mais ceux qui avaient quand même des vrais droits. C'est réversible. Et d'autre part, c'est une question éminemment politique. Ça fait quand même des années qu'on voit, que ça soit avec Hillary Clinton, pas cette fois-ci, mais la fois précédente, avec Dilma Rousseff. Enfin, moi, je les avais observés, être obligés à un moment de freiner un peu sur l'avortement pour ne pas perdre des électeurs. Et je me suis dit, c'est un enjeu politique extraordinaire. Donc je vois pas... La maîtrise de la fertilité des femmes, est-ce De la qu'on remonterait reproduction. pas, et de la reproduction, est-ce qu'on remonterait pas à l'âge des cavernes pour se rendre compte à quel point ça a toujours été un enjeu, ça a toujours été un enjeu politique, et le fait que les femmes décident d'elles-mêmes si elles veulent avoir des enfants, combien d'enfants elles veulent ou peuvent avoir, ça a toujours été un enjeu politique, un enjeu de domination. Alors, moi je remonterai à Copernic seulement, mais pas à Copernic lui-même, mais j'appelle ça une révolution copernicienne, parce que si vous voulez, avant la contraception et l'avortement, vous êtes soumise à la nature, vous tournez autour de l'axe nature. Et désormais, c'est la nature qui tourne autour de l'axe sujet, femme qui va, un enfant quand je veux, si je veux, etc. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose là à constitutionnaliser, à arriver à l'énoncer comme un droit fondamental, oui. Je pense que on ne l'aura pas tout de suite, mais c'est la question la plus politique des revendications du féminisme. Bien sûr, mais d'ailleurs, elle est régulièrement attaquée, y compris dans cette campagne électorale, par plusieurs candidats, tout en justement, pour ne pas perdre trop de clientèle électorale, ne remettent pas totalement en cause le droit à l'avortement, mais voudraient le cerner différemment, en faire quelque chose de moins simple, moins évident, moins acquis pour les femmes. Oui, et puis, ce que j'ai trouvé très très dangereux, et il faut revenir là-dessus, les réexpliquer encore, c'est encore une fois et ça c'était avant l'affaire Pénélope François Fillon, quand il peut dire personnellement je suis contre, ça veut dire que comment un élu de la République peut parler à titre personnel. Moi j'ai été brièvement élu de la République, on sait très bien qu'à ce moment-là, on représente plus que soi-même. On représente tous les êtres qui vous ont mis à cette place-là. Donc parler en son propre nom, c'est un rapport à l'engagement ou à la responsabilité politique qui pour moi est inimaginable. Mais la même question s'est posée au moment du mariage pour tous. Probablement. Beaucoup d'élus ont dit que ça contrevenait à leurs convictions profondes et qui même ils envisageaient de s'affranchir de la loi et de refuser. Certains ont tenté de le faire d'ailleurs. Ça semble incroyable. Vous parliez tout à l'heure de penser la société à travers les questions sexuées. Je trouve assez intéressante la partie du propos de Benoît Hamon sur le revenu universel d'existence. Évidemment, on le caricature énormément et on le ramène systématiquement à la question des étudiants, des jeunes, des chômeurs qui auraient un revenu universel d'existence. Et lui, il parle aussi du fait que ce serait une possibilité pour les travailleurs précaires et les travailleurs à temps partiel d'avoir, en plus de leur rémunération déjà précaire, un petit matelas, on va dire, qui leur permet d'avoir des conditions de vie. Et il ajoute, il ne faut pas ignorer que la plupart des travailleurs précaires, la plupart des travailleurs à temps partiel sont des travailleuses et sont souvent des mères de famille célibataires. Alors il est sûr que, là encore, s'il ne prenait pas ce sujet comme une sous-catégorie, il reprendrait la question de la dépendance économique des femmes. Moi, je le dis à l'envers. C'est-à-dire que c'est mon marxisme de base, mais sans autonomie économique, comment faites-vous ? Bien sûr. Et notre génération, la mienne, a parfaitement entendu. Il y avait
nous aurons les enfants que nous voulons et nous devons être autonomes économiquement. Bien sûr. Et donc cette question, moi je suis très frappée toutes ces dernières années par le fait que beaucoup de jeunes femmes commencent dans la vie dans une situation de dépendance économique et ne vont pas nécessairement résoudre dans une dialectique ou dans une dynamique de leur histoire personnelle cette question de la dépendance économique. Et quand on a accordé par exemple des droits de congés parentaux, etc., c'est très bien, mais il faut que le couple tienne, hein, parce Bien que sûr. si à 40 ans le couple lâche, quel est le bagage de la femme qui a pris tant et tant de congés donc cette question, moi, c'est une question qui, je pourrais dire, m'obsède, la question de l'autonomie économique. Et l'autonomie économique, c'est une question... est-ce que vous l'avez vu, vous, dans les... Peut-être c'est moi qui vais poser une question. Est-ce que vous l'avez vu, vous, dans les programmes, comme étant remarquable? La question de l'autonomie économique des femmes, non. Je vous réponds de côté, hein, par rapport au revenu universel. Voilà, mais je veux dire que la mesure qui s'en approche le plus, à mon sens, c'est celle-là, avec à l'esprit vraiment l'idée que c'est une mesure qui permettrait aux femmes dans les situations les plus précaires justement d'acquérir un peu plus d'autonomie, ou en tout cas un peu plus de sécurité financière. Mais la question de l'autonomie économique et de l'autonomie tout court des femmes, elle n'est pas posée comme ça. Absolument pas posée, mais elle n'est pas posée dans le débat. Elle n'est jamais posée dans le débat politique. Elle est vécue au quotidien par des millions de femmes en France et d'hommes symétriquement, mais elle n'est pas posée. Elle n'existe pas. Mais je pense qu'il faudrait le surligner. Oui. C'est-à-dire, pour moi, non mais je cherche à voir si je me mettais à leur place. Face à tous ces programmes qui sont catégoriels et qu'on trouve un peu vieillots, même s'il y a des mesures qui ne sont pas vieillottes dedans, hein, c'est pas ça que je dis. On voit bien que tout le travail qui est fait pour élargir le congé de paternité des hommes et peut être un levier intéressant. Donc c'est pas qu'il y a rien dans ces programmes. C'est le statut dans lequel c'est mis. C'est-à-dire que ça reste une sous-catégorie. Ça reste, voilà, c'est-à-dire une c'est un sous-catégorie. C'est pour ça que je parlais aussi de gender mainstreaming, enfin, ou donc de ça, c'est un mot affreux en langage institutionnel, ça doit s'appeler les actions intégrées, etc. Enfin, moi j'appelais ça transversalité. C'est de la transversalité. C'est de la transversalité, c'est-à-dire chaque section, chaque domaine, chaque dossier doit se poser cette question-là. Et je l'ai vu être mis en pratique au Parlement européen. C'était pas du tout une blague, on l'a fait ça, avec difficulté, mais c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Donc que ça, par exemple, ça ne soit repris nulle part. Je pense que là, pour moi, c'est pour ça que je parle d'archaïsme. Enfin, c'est un petit peu finalement à prendre les différents sujets successifs qu'on évoque. Il y a l'idée quand même d'une sorte de... Cette question-là n'est pas de notre temps. Bien sûr, non, mais c'est ça on le constate tous les jours. Enfin, moi je le répète tous les jours, puisqu'on me demande tous les jours à quoi ça sert d'être encore féministe aujourd'hui. Alors, donc, d'une part, évidemment, d'une part, je réponds que être féministe, c'est pas une question de femmes pour les femmes, mais c'est une question de société, et c'est un combat qui recoupe et qui recouvre en même temps tous les combats de tous les groupes en recherche de nouveaux droits. Et donc, comme on est loin d'une égalité parfaite, il reste encore des combats féministes à mener. Et puis, il reste des combats féministes à mener, y compris dans nos pays dits développés, parce qu'on voit bien que dans la réalité, 80% des travailleurs à temps partiel sont des femmes, que les 3/4 des travailleurs pauvres sont des femmes, puis je ne parle pas des questions des violences faites aux femmes, et même pour celles pour lesquelles ça marche, c'est-à-dire ce ne sont pas des femmes battues, ce ne sont pas des femmes précarisées, ce ne sont pas des femmes à temps partiel, être femme reste presque une malédiction, parce que c'est de toute façon une difficulté. Je suis entièrement d'accord. L'autonomisation. Je suis entièrement d'accord avec ça, parce que des places de privilégiés où vous êtes et où je suis, nous avons des anecdotes. Bien sûr, à l'appel. À l'appel. Hein. Moi, j'ai même un petit carnet maintenant qu'on m'a fait ouvrir à cause de ça. Donc, mais ce que je voudrais peut-être souligner, c'est intéressant, c'est de repartir de ce mot féminisme. Moi, pendant longtemps, j'ai dit, de toute façon, c'est un mot maudit et il est mot maudit pour toujours. Et puis, depuis quelques années, c'est ça que j'ai répondu à une étudiante très récemment, la semaine dernière, dans une école où j'intervenais d'art, c'est que j'ai vu que ce mot-là, c'était d'une certaine façon
banalisé, Mhm. mondialement parlant, Mhm. parce que des grandes des stars s'y sont Mhm. mis, Beyoncé, Emma Watson Mhm. et beaucoup d'autres. Et moi, j'observe ça avec beaucoup d'amusement ou d'intérêt, plutôt Mhm. même, puisque ce mot qui était imprononçable, Mhm. mais vraiment, même si on vous dit encore pourquoi faut-il être féministe, ce qu'on peut aussi bien sûr me dire, mais néanmoins, le mot a changé de statut. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire ça? Mais complètement. Mais il s'est même galvaudé, il s'est même affadi. Alors, Affadi, je sais pas. Je voudrais pas. Galvaudé peut-être. Je voudrais pas être, apparaître pour une gardienne du temple et tout ça. Mais évidemment, tous les combats, tous les gens qui se réclament du féminisme et tous les combats féministes sont bons à prendre, puisque de toute façon, ils font avancer un tout petit peu la situation. Mais bon, j'ai quelques doutes parfois sur la lecture féministe de certaines, effectivement, voix que l'on entend un peu partout dans le monde et de la réalité, parce que, voilà, encore une fois, moi je considère que le féminisme, c'est un combat total. C'est un combat politique, évidemment, Oui. profondément viscéralement politique, et c'est un combat total pour un changement de la société. Pas seulement un changement de la place des femmes, des droits des femmes, etc., mais un changement profond de la société, de la façon dont on l'imagine et dont on la construit. Et parfois, j'ai un peu la sensation, quand je le vois récupéré par des personnalités très connues qui se réclament soudain du féminisme, j'ai un peu l'impression que c'est le féminisme light. Mais il a le mérite d'exister, donc c'est déjà ça. Alors ça peut être le féminisme light, mais aussi, alors quand je suis un peu en mauvaise, dans une mauvaise passe, je me dis effectivement ça n'avance pas. Et puis quand je me raisonne, ce qui arrive quand même aussi assez souvent, je me dis qu'au fond, sur 40 ans d'histoire, telle que moi j'ai, ou 40 ans d'expérience de vie adulte, bien finalement, j'aurais tort, et puisque je me réfléchis beaucoup sur la mise en perspective historique, la généalogie, etc., peut-être que croire que les choses peuvent changer vite, c'est une façon de ne pas avoir compris ce qu'est l'histoire. Je me souviens avoir fait, c'était un bref texte, parce qu'Yvette Roudy m'avait dit, tu sais, il faut que tu montes ta présence. Bon, moi, je débarquais dans tout ça. Et dans ce texte, je mets qu'il y a 27% d'écart, donc d'inégalité professionnelle. On est dans le gouvernement Jospin, et cette espèce de petite déléguée interministérielle qui passait par là se fait taper sur les doigts. Je me dis, comment ça ne se dit pas, etc., etc. Donc, on était il y a exactement 20 ans, début 98. Qu'est-ce que je remarque quand même en 20 ans, si je prends juste cet exemple, c'est que alors qu'un gouvernement avait du mal à ce qu'il soit écrit noir sur blanc, qu'il y avait ce type d'écart, donc chaque fois je regarde les chiffres, parce qu'on m'a dit tout sur ce chiffre, bah évidemment j'avais téléphoné à toutes mes amies économistes, sociologues, pour qu'elles me donnent les bons chiffres que moi j'avais pas, donc j'étais quand même assez sûre du chiffre qu'on m'avait proposé, et je m'aperçois aujourd'hui, le chiffre a légèrement baissé, 23, 24, tout ça. Voilà. Donc, 27 à 25 oui, en 20 ans. Mais ce qui s'est passé en 20 ans, c'est que c'est dit partout. Oui. Au lieu que ça soit caché ou difficile à entendre, ou caché, c'est pas qu'ils voulaient le cacher, c'est qu'ils pensaient que c'était pas audible, donc il fallait pas le dire puisque c'était pas audible. Ça voulait pas dire qu'il fallait le cacher. Là, soyons le plus précis possible. Donc quand je vois ça, je me dis voilà la différence. C'est comme sur le vocable féminisme. Je me dis que là, c'est dans les moments où je me raisonne. Voilà.